Dr. Hansen, Jan Cedric Hansen, who's going to talk to us about war from a completely different perspective, a contemporary one. But he's not just, just not a physician who looks after patients. He's also takes time. He runs a complex facility, and he also does medical research. More on that in a moment. He's written about military medicine in combat zones in the past. I know he's an active in organizations dedicated to disaster medicine, public emergency responses, and so forth. In fact, active is just a pretty much accurate summing up of him. Full stop, and his indefatigable approach to finding real-world solutions to real-world problems. And I think that's exactly what we're talking about today. So I'm delighted to give him the opportunity to turn his hand to this thorny problem of war. And it's over to you, Dr. Hansen. Je vais faire ma présentation en français. Alors, le diaporama tourne en boucle et de temps en temps, les diapos vous parleront en fonction de ce que je vous dis. Je vais dire avec quelque chose qui est tout à fait différent de tout ce qui a été dit, mais on va retrouver des choses en commune parce que finalement, depuis ce matin, on se demande qu'est-ce que la guerre. Que le point commun de toutes les interactions, on a vu énormément et on a cité énormément de conceptualisateurs, de praticiens, de philosophes. J'en avais d'autres à citer, mais on va sauter ça. Mais surtout, finalement, c'est un phénomène de violence en action, collective. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'on peut prendre dans ce qui a été dit aujourd'hui, plus ou moins organisé, fondamentalement transgressive, malgré qu'il y ait un cadre juridique qui nous a été présenté, le cas échéant asymétrique et outrancière ou totale. Et la deuxième chose qu'on peut retirer peut-être à ce stade-là, il y aura d'autres interventions après la mienne, mais c'est une simplification du concept qui peut parfois confiner au simplisme, et c'est un petit peu ce qui vient d'être dit sur certains points, qu'on réduit énormément la vision de la guerre. Je citerai dire que c'est un conflit armé. Ce matin, il y avait dans la définition juridique le conflit armé, mais finalement, quand c'est un conflit économique, est-ce que c'est une guerre ou pas? Quand c'est un conflit cyber, est-ce que c'est une arme? Est-ce que le cyber est... Enfin, donc, il y avait des choses un peu très simplificatrices. Alors, je vais vous parler de quelque chose d'assez atypique, ce sont les syndyniques. Et Carverne, qui est le fondateur des syndyniques, à la fin des années 80, s'est intéressé aux guerres. Et alors, il avait un discours difficile à appréhender, mais que je vais essayer de vous... lui, il parle de situations possibles. Donc, la guerre, c'est un ensemble de situations possibles, contenues dans une situation d'ensemble. Et elle résulte de la transformation d'une situation par des opérateurs, contenue dans la transformation d'ensemble de la situation d'ensemble. Donc, c'est peut-être quelque chose à écouter, c'est pas évident. Ainsi, par analogie avec la guerre, la situation d'ensemble devient le champ de bataille, les opérateurs, ce sont les troupes, l'opération de transformation de la situation, c'est l'application de la stratégie. Et donc, il évoque, pour conceptualiser la guerre, la nécessaire prise en compte d'un complexe risque, conflit, développement. Et le mot-clé dans ce qui précède est complexe parce qu'il va développer tout un corpus pour affronter la complexité. Les syndyniques, étymologiquement, ce sont les sciences. Ils offrent une démarche, une méthodologie, des outils qui vont permettre d'appréhender la complexité. Pour ce faire, les syndyniques définissent l'organisme au sens syndynique, qui est le jeu d'interaction entre un contexte situationnel, des décideurs, des acteurs effecteurs, des organisations, qui vont conduire à des situations qu'il définit comme syndynogènes, c'est-à-dire génératrices de danger. Les syndyniques s'intéressent donc aux évolutions. Ce n'est pas une vision statique des choses, c'est une vision toujours en dynamique. Et les syndyniques permettent leur propension à se diriger vers une zone plus ou moins dangereuse. Et donc, ce point qui introduit la notion de vulnérabilité des situations, qu'elles soient d'ordre technique, documentaire, organisationnel ou social. En fait,
les syndyniques traitent de la vulnérabilité d'un organisme. L'organisme au sens syndynique, c'est une entité, un ensemble d'éléments coordonnés entre eux. Vous avez le schéma qui apparaît de temps en temps et qui remplissent des fonctions déterminées, placées dans un environnement, au sein d'un milieu, dans un certain contexte, caractérisé par une organisation. L'organisme a une organisation, une documentation, des acteurs, une production, et il va générer des flux, des interactions avec son milieu, justement, son environnement, d'autres organismes, parce qu'il n'est jamais isolé, l'organisme, qui peuvent être proches ou à distance. Dans cette acceptation, le milieu s'entend comme l'ensemble des éléments physiques ou matériels qui influencent le fonctionnement de l'organisme. Le contexte, c'est l'ensemble des circonstances médiates ou immédiates, stables ou instables, qui vont influencer, donc ce sont les circonstances, et on retrouve un petit peu ce qui a été dit précédemment. Et enfin, le contexte, c'est, et l'environnement, regroupe l'ensemble des conditions sociétales ou éthiques qui influencent ou conditionnent le fonctionnement de cet organisme. L'organisme au sens syndynique, on le voit, peut être un groupe social contrôlant ou non un territoire, un groupe armé, un État, une nation, une alliance de nations, mais aussi plus spécifiquement une armée, régulière ou non, en tant que telle. Et c'est de ça que nous allons parler dans un premier temps. La vulnérabilité au sens syndynique représente donc la propension d'une armée, en tant qu'organisme, à être exposée à des attaques physiques, organisationnelles ou psychiques. On a abordé l'importance du psychisme, j'ai gagné ou j'ai perdu, aussi de mon psychisme. Donc, le psychique à en subir un endommagement. Pour les syndyniques, cette susceptibilité à être altérée, endommagée ou détruite dépend de nombreux facteurs, intrinsèques ou extrinsèques à l'organisme. On a déjà vu l'environnement, par exemple, mais aussi techniques, cognitifs, culturels, socio-économiques, politiques, qui vont constituer sa fragilité. Donc, nous allons considérer l'armée comme organisme au sens syndynique et on va voir en quoi les syndyniques peuvent être utiles à en identifier des vulnérabilités au regard de son but de guerre. Cette démarche permettra de nous familiariser avec les outils que sont les axes de l'hyperespace syndynique et les déficits syndinogènes. Je vais y revenir. Et ensuite, à un autre niveau d'organisation, si j'ai le temps, j'aimerais parler non pas et en quoi conduire l'armée comme organisme au sens syndynique. Placée dans un contexte, un environnement et un milieu tel que je viens de les définir, l'armée en tant qu'organisme interagit avec ses propres composantes d'autres armées adversaires. Au niveau global, au niveau individuel et au niveau organisationnel. Pour étudier une armée et ses différents niveaux d'interaction, les syndyniques proposent, les syndyniques donc proposent l'hyperespace du danger. Et cet hyperespace du danger, comprend 5 dimensions. Une dimension téléologique, une dimension axiologique, une dimension déontologique, une dimension statistique et une dimension épistémique. Finalement, pour faire simple, la dimension théologique interroge sur la finalité. La finalité, c'est-à-dire le but assigné au déroulé de la guerre. Si on n'a pas défini le but assigné à cette guerre, et on a vu aujourd'hui qu'il y avait énormément de buts possibles, eh bien, si personne n'est au courant de ce but, si ce but n'est pas partagé, s'il n'est pas clairement établi pour tout le monde, ça va poser problème. La dimension axiologique va interroger les valeurs adoptées pour guider le déroulé de la guerre, car jugées comme objectivement désirables ou estimables par celui qui fait la guerre. Et on a vu qu'il y avait des tas de doctrines différentes, conquête de territoire, où il est légitime de considérer que ce territoire est le mien. Il est légitime de mon point de vue. Bon, pourquoi pas. Donc, c'est mes valeurs désirables, qu'elles soient économiques, politiques, intellectuelles, philosophiques ou morales. On a vu qu'il était moral de bombarder des villes par un concepteur, un membre d'un état-major de l'armée de l'air britannique en 1920. Donc voilà, c'était sa moralité à lui. La dimension déontologique interroge sur les lois. On a vu qu'il y avait beaucoup de lois, les règlements intérieurs, le règlement de l'armée et les normes applicables. Aujourd'hui, on a des armées et des armes de plus en plus technologiques. Il faut former les gens et on ne peut pas utiliser l'arme n'importe comment. De toute manière, même avec une épée, on ne peut pas utiliser une épée n'importe comment. Il y a des normes
et des règlements pour l'utilisation d'une simple épée ou d'un couteau. Parce que si on l'utilise mal, on se blesse soi-même. Donc il y a toujours un référentiel qui oblige à se fixer et à suivre une norme applicable à l'usage de l'arme, quelle que soit l'arme. La dimension statistique, elle va interroger sur les données disponibles ou à acquérir en vue de monitorer la préparation et le déroulé de la guerre. Et notamment des choses qui sont souvent passées totalement inaperçues, c'est la fiabilité, le degré d'obsolescence de la donnée. Est-elle fiable ou pas? Comment peut-on déterminer si la donnée est fiable ou pas? Est-ce qu'elle est obsolète ou pas? Est-ce qu'elle est pertinente par rapport à la question qu'on se pose? Donc, si on n'a pas ça, quelle est la mesure? Quelle est l'échelle de mesure? Quelle est la qualité de l'instrument de mesure? Enfin, c'est des choses fondamentales. La dimension épistémique, elle, va interroger les modèles interprétatifs parce que c'est bien d'avoir des données, mais une donnée n'est pas une information tant qu'elle n'a pas été interprétée. Or, l'interprétation fait appel à des modèles. Et si les modèles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, eh bien, on ne peut pas, au sein même d'une armée ou d'un politique qui va piloter une armée, on ne peut pas savoir si on travaille et on comprend les choses de la même manière. Et donc, c'est très important parce que c'est le modèle interprétatif qui va permettre, et on l'a dit, à quel point l'interprétation de la guerre ou du combat ne se comprend que 2-3 jours après. Hein, je l'ai entendu. Et pourquoi? Mais parce qu'il faut avoir le temps d'interpréter, de mesurer l'écart entre l'attendu et l'observé. Et est-ce que l'écart observé, il est satisfaisant ou il ne l'est pas? Et si on ne s'est pas posé cette question préalablement, ben on n'est pas capable de déterminer. Et donc, c'est très important de se poser ces questions. À titre d'exemple, il apparaît de ce qui précède que si après ces études, la finalité de la guerre n'est pas bornée au niveau global, qu'elle est insuffisamment maîtrisée au niveau individuel des décideurs et des acteurs, qu'elle est imparfaitement partagée au niveau des échanges interindividuels et incomplètement déterminée au niveau organisationnel de l'armée concernée, qu'elle soit en posture offensive ou défensive, peu importe, alors de nombreuses vulnérabilités masquées apparaissent comme patentes. Et je n'ai fait qu'un seul axe. Vous multipliez par les 5 axes la capacité d'aller identifier un nombre incalculable de vulnérabilités passées sous silence. Ce même processus répété sur chacun des axes aboutit à une cartographie de vulnérabilité masquée. Et vous voyez, là, elle est là, la cartographie. Vous allez la revoir. C'est cette cartographie qui vous permet d'analyser et de comprendre, de changer, d'avoir un modèle interprétatif syndinique, pour le coup, qui va vous permettre de changer votre perception, de combiner les différentes constatations que vous avez faites pour en retirer une information et donc en tirer des conclusions. Voilà, on la retrouve là. Et donc, ça vient en complément des paramètres classiques que sont la taille, le moral, l'expérience au feu, le niveau de maintien en conditions opérationnelles des hommes et du matériel, les ressources technologiques, l'efficience du soutien logistique, etc., etc., que l'on lit classiquement dans tout manuel de stratégie ou de tactique. Bon. Évidemment, la cartographie des vulnérabilités, à travers celle des déficits syndinogènes, gagne à être appliquée à toutes les armées parties prenantes de la guerre. C'est-à-dire qu'il est intéressant qu'elle s'applique à tous les belligérants, aux forces menantes, aux forces concurrentes et aux adversaires, aux alliés, etc. Alors, vous avez plusieurs traductions graphiques possibles. Celle que vous venez juste de voir avant cette diapo, c'est le diagramme de Kvyat. Mais peu importe, il y a plusieurs traductions possibles. Celle-là est pratique. Pour s'y retrouver dans la multitude de toutes ces vulnérabilités que je viens d'évoquer et que nous avons à peine esquissées, il faut arriver à avoir une taxonomie pour s'en sortir, parce que si on n'a pas un moyen de les classer, on va se disperser et on n'arrivera pas à résoudre, à hiérarchiser comment on va gérer ça. Alors, le classique, hein, c'est le diagramme d'Eisenhower. Le problème de diagramme d'Eisenhower, c'est qu'il définit 4 catégories. C'est pas grave, on s'en fiche. C'est grave, mais on s'en fiche quand même. C'est pas forcément très grave, mais il faut absolument le faire. Et c'est très très grave et il faut absolument le faire. Le problème, c'est que c'est une vision statique, parce que ce qui n'est pas grave et on n'a pas besoin de s'en occuper tout de suite va très rapidement devenir très grave et il faudra s'en occuper tout de suite. Donc, il vaut mieux agir sur le cadran inférieur droit du diagramme d'Eisenhower plutôt que d'aller sur le supérieur en haut à gauche, puisque c'est pratiquement trop tard de résoudre les problèmes quand ils sont arrivés là. Alors, les syndiniques vous proposent autre chose. Ils proposent de reconnaître les déficits systémiques, les déficits individuels, les dissonances et les déficits organisationnels, ce qui revient au niveau global, individuel, interindividuel
et organisationnels. Les déficits systémiques syndinogènes rassemblent les tendances fortes au niveau global que l'histoire récente du conflit russo-ukrainien a mis en évidence au sein de l'armée de la Fédération de Russie et de ses milices alliées, comme une culture bien ancrée d'infaillibilité, par exemple, ou de simplisme, ou encore la non-transparence, par exemple. Par exemple. La prévention des déficits systémiques peut passer, entre autres, par l'adoption d'une posture de doute moteur de l'action, au lieu que le doute inhibe l'action, ou bien de se croire infaillible. Les déficits individuels regroupent les comportements individuels au niveau des décideurs et des acteurs, tels que les lacunes au niveau des connaissances. Si j'ai un poste à responsabilité mais que je ne connais pas mon sujet, je risque de me planter. Les disjonctions entre l'application des règles ou des bonnes pratiques attendues et la pratique observée. On a vu, il y a des lois, les lois des conflits armés, les lois humanitaires, nous avons dit ce matin, et qui finalement, on sait qu'elles sont transgressées. Alors, il nous a été dit pas souvent, mais néanmoins. La prévention de ces déficits implique, entre autres, un renforcement du contrôle continu du niveau de compétence et de la maîtrise dans la mise en œuvre des connaissances, des règles, des bonnes pratiques par l'ensemble des acteurs. Alors, les armées modernes occidentales, elles appliquent ça. Il y a tout le temps du recyclage, du mise à niveau, etc. au niveau des états-majors. Les dissonances, elles réunissent les situations de désaccord interindividuel dues aux divergences de caractère, de point de vue, de conviction ou d'habitude d'agir ou de penser. Ce sont des exemples, hein, on peut trouver d'autres choses. La prévention de ces dissonances requiert de travailler entre autres sur les critères de qualité de la communication, notamment la clarification des notions et des représentations. Et il a été dit juste avant que c'est le souverain qui définit arbitrairement le sens des mots pour qu'on puisse s'en sortir, en citant Hobbes. Et donc, c'est un moyen. Après, c'est un souverain ou c'est pas un souverain, ça va dépendre de l'organisation politique. Mais il faut qu'il y ait un référent. Finalement, il faut qu'il y ait un organisme normatif qui nous dit la définition reconnue et imposée. Les déficits organisationnels, eux, agglomèrent deux grands mécanismes vulnérants représentés par la dilution des responsabilités en raison d'un organigramme non confort, trop complexe ou encore constamment remanié. Et là, je ne fais aucune allusion à ce qui se passe en Russie, là encore, où l'organigramme change tout le temps. Ou alors la subordination de principe de la fonction d'évaluation, prévention, correction des vulnérabilités aux fonctions liées à la conduite de la mêlée. La mêlée, c'est le combat, hein, pour des questions d'objectifs stratégiques ou d'efficience opérationnelle. Ça, c'est un grand classique de l'armée américaine. C'est-à-dire qu'on fonce, les autres doivent suivre, par exemple. C'est ce qui s'est passé en Irak, par exemple. Ils ont foncé, peu importe, il fallait atteindre les buts imaginaires, rétrospectivement, mais il fallait atteindre les buts. Et derrière, il fallait que les gens suivent. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des déficits organisationnels. Si on n'a pas prévu que tout le monde soit au courant et en phase avec, eh bien, ça va poser des problèmes. La prévention de ces déficits impose, entre autres, de changer la hiérarchie des valeurs des différentes fonctions opérationnelles ou support. Il s'agit de mettre la logistique, l'évaluation, la prévention et les corrections en premier. Et là encore, on a bien vu en Afghanistan, les gens sont partis en se disant notre matériel est tellement supérieur qu'on va s'en sortir. Et le nombre de fois où Cortés est parti avec du matériel supérieur et il a cru qu'il s'en sortirait, il a fait un succès pour beaucoup d'échecs. Donc, c'est souvent là. Alors, en ayant l'ensemble des cartographies des vulnérabilités des parties prenantes, les décideurs sont à même de construire une loi de programmation militaire adéquate, puisqu'ils vont pouvoir prendre en compte l'ensemble de leurs vulnérabilités pour les diminuer et celles des ennemis potentiels pour pouvoir en bénéficier ou s'appuyer dessus et travailler. On retrouve sur une dessus qui dit sois fort là où tu es faible, enfin présente-toi comme fort là où tu es faible et essaye de te présenter comme faible là où tu es fort afin d'être attaqué là où tu pourras le mieux résister. Alors, après avoir rapidement décrit l'armée comme telle, je vous propose qu'on reprenne le même raisonnement de manière simplifiée, mais au niveau d'un État, si j'ai le temps. Oui. Oui. Alors, nous pouvons reprendre la démarche et voir au niveau de l'État. Placer dans un contexte, un environnement et un milieu, donc vous vous rappelez, le contexte, l'environnement et le milieu ne sont pas des synonymes, un État, comme tout organisme au sens syndinique, subit ou s'adapte à l'ensemble des éléments physiques ou matériels, ça va être le milieu, à l'ensemble des circonstances médiates ou immédiates, stables ou instables, ça va être le contexte, à l'ensemble des conditions politiques, sociétales ou éthiques, ça va être son environnement, qui l'influence ou conditionne ou contraigne son fonctionnement.
étant entendu que cet État est aussi en relation avec d'autres États. On a parlé des relations internationales. J'enseigne les relations internationales pour l'université Sangor et justement, je parle des aspects de la santé dans les relations internationales parce que la santé d'une armée ou la santé d'une population va complètement influencer sa politique internationale et y compris sa capacité de belligérant en défense ou en offensive. Et donc, j'ai terminé, étant entendu que cet État est aussi en relation avec les autres États, alliés ou adversaires, au niveau global, individuel, interindividuel et organisationnel. Vous retrouvez les mêmes termes qui se répètent. L'ensemble de ces relations peuvent générer des situations syndinogènes qui correspondent à l'ensemble des flux, interactions, alors techniques, documentaires, organisationnelles et sociales, quelle que soit leur cinétique, rapide ou lente. On retrouve aussi un peu la catastrophe, la crise là. Déterminant les conditions de cohésion, d'intégrité, de sécurité, de fonctionnement, d'existence de l'État à un moment donné de son histoire, ça n'est vrai qu'à un moment donné de son histoire, alors qu'il est menacé par un ou des dangers, internes, externes, peu importe, et qu'il est en état de vulnérabilité vis-à-vis de ces dangers. Cette vulnérabilité peut être appréciée, quantifiée et cartographiée, comme on l'a vu, comme pour tout organisme syndinique, et donc on a là un outil assez intéressant si on se donne la peine de se plonger dedans. Et donc, on peut aussi, alors ça, ce sont les syndiniques du premier ordre, c'est ce que nous avons fait. Il existe aussi des combinaisons des différents axes 2 à 2 qui orientent vers des syndiniques du deuxième ordre. Mais alors là, on rentre dans des choses extrêmement complexes que je nous épargne aujourd'hui. Finalement, la guerre comme conséquence de l'accumulation de déficits syndinogènes, parce que on est dans une conceptualisation de la guerre, justement, puisqu'on a vu que l'État était un organisme syndinique, que l'armée était aussi un organisme syndinique, qu'il y avait des déficits syndinogènes, des situations syndinogènes, et bien finalement, la guerre, elle est où là-dedans? Eh bien, on peut observer que si la cartographie syndinique de 2 États met en évidence l'existence, par exemple, de dégénérescence de la capacité d'analyse, de la qualité des déductions, de la hiérarchisation des décisions pour l'un des États, ou bien des blocages au niveau des échanges, des décisions, des arbitrages au niveau de leurs exécutifs respectifs, associés éventuellement à des dissonances dans leurs échanges diplomatiques, peu importe que ces dissonances portent sur des questions économiques ou territoriales ou régaliennes, peu importe de n'importe quel ordre, alors la conjonction de ces déficits syndinogènes entraîne une situation de tension critique entre les 2 États, puisqu'il y a ce type de disjonction entre les deux. En situation de tension critique, les écarts par rapport à l'état nominal vont s'intensifier, les incidents et menaces se multiplient, tandis qu'une certaine stéréotypie s'installe. Les gens qui reconnaissent des phrases. Les services spécialisés de renseignement, qu'ils concernent la sécurité extérieure, la sécurité intérieure, la sécurité de la défense, qui relèvent du champ diplomatique, militaire, douanier, financier, cyber, etc., remontent des alarmes ou pointent des voyants orange ou rouge avec des intensités variées, des significations diverses, des interprétations divergentes. Et là, on est en état de tension critique à partir du moment où on constate ça. Et souvent, on veut déduire de tout ça une conclusion, alors que c'est l'existence de ces voyants à différents niveaux, de ces difficultés d'interprétation qui sont les marqueurs de la crise, voire de la catastrophe. Et alors qu'on voudrait déduire la catastrophe des informations. En fait, les informations n'ont plus de sens, c'est la nature même de la transmission d'informations qui nous indique que nous sommes en situation immédiate, enfin en tout cas de bascule. Et très souvent, les décideurs, face à cette information qui devient tout à fait incertaine finalement, eh bien ils vont adopter une posture incantatoire finalement de maîtrise. Ils vont dire tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle alors que justement rien n'est sous contrôle, mais parce qu'ils ne comprennent plus rien, parce qu'ils veulent analyser les contenus de l'information au lieu d'observer la forme qu'a pris l'information. Et c'est ça qui va nous placer dans une bascule stochastique, dans un état de guerre. Parce qu'on ne l'a pas dit aujourd'hui, mais on est dans un état de pré-guerre, de tension intense, et tout d'un coup, ça bascule. Et on n'analyse pas pourquoi tout d'un coup ça a basculé. Pourquoi c'est à ce moment-là? Pourquoi est-ce que c'est l'assassinat de l'archiduc qui entraîne la Première Guerre mondiale? Pourquoi lui? Il y en a eu plein avant et il y en a eu d'autres après. Mais c'est à cet instant-là qu'il y a une bascule qui s'installe et que plus rien n'est contrôlé.
Pour la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que c'est Munich? Je ne sais pas, je ne suis pas assez compétent pour répondre. Mais est-ce que c'est à Munich que tout bascule ou est-ce que c'est le 29 septembre avec la rupture, des frontières de la Pologne? Ou est-ce que c'est avant ou est-ce que c'est après? Je ne sais pas, hein, moi je ne peux pas répondre. Mais en tout cas, on voit bien que le moment de la bascule n'est jamais un moment ni prévisible ni vraiment explicable de manière satisfaisante. Il y a des explications, mais elles ne sont jamais convaincantes pour tout le monde. Il y a toujours des contre-explications. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a tendance à vouloir avoir une démarche rationnelle alors qu'on est dans quelque chose qui est stochastique, c'est-à-dire que la bascule est complètement aléatoire. Mais les conditions étaient remplies pour. Hein, c'est un système instable finalement. Et il y a une explosion qui va se produire, mais on ne sait pas à quel moment parce que les proportions stoichiométriques sont déjà respectées bien avant, mais il y a un événement, un battement d'aile de papillon, je ne sais pas, qui va déclencher le truc. Okay. Donc pour ouvrir les discussions, réflexions, si j'ai encore quelques secondes, c'est très court, c'est pour ouvrir. Et les axes de recherche, puisqu'il y a d'éminents chercheurs aujourd'hui parmi nous, ceux qui déclenchent la guerre entendent la mener à terme, c'est un truisme. C'est-à-dire la diriger dans l'accomplissement de leur projet qui est d'entraîner l'adversaire à commettre des actes ou à subir des conséquences souhaitées. Et là, ça dépend de leur décision, de leur doctrine, de leur morale qu'ils ont décidé d'avoir au départ. Pour ce faire, il leur faut définir une doctrine et une stratégie d'une part et avoir à disposition un effecteur adapté à son usage, c'est-à-dire une armée, composée d'une force menante, de forces concurrentes, c'est-à-dire en l'espèce donc cette armée, à même de réaliser l'adaptation tactique de la stratégie avec des moyens adéquats à disposition. Je précise qu'en français, le mot tactique et stratégique change constamment de définition et elle s'inverse au cours du temps depuis le début du 19e siècle, ce qui est un gros problème parce que plus personne ne sait ce qu'est en français. Enfin, dans le monde francophone, plus personne ne connaît la différence entre la stratégie et la tactique. La stratégie ne peut être changée que si on est arrivé au terme de cette stratégie et qu'on a pu juger si elle était efficace ou non. La tactique, c'est une adaptation permanente à la réalité. Donc, on ne change jamais de stratégie. Or, vous entendez tout le temps, nous avons adapté notre stratégie. On n'adapte pas une stratégie. On détermine les buts à atteindre avec la stratégie. Quand on détermine les écarts acceptables ou non acceptables, si on est arrivé au terme du déroulé de la stratégie et qu'on n'a pas atteint ces buts, eh ben, on va en faire une nouvelle. Mais on ne peut pas la changer en cours de route. C'est pas possible. Vous avez fait le choix de rentrer dans de faire un choix, par exemple, d'une école pour avoir un objectif d'un statut social ou d'une compétence particulière à la sortie. Ça, c'est un choix stratégique. Le fait de faire une impasse pour l'examen ou d'avoir un échec, ou de prendre le risque d'un échec à un examen pendant le cursus de l'école, ça, c'est tactique. Et ce n'est pas parce que vous avez raté votre examen et que vous redoublez une année ou que vous devez repasser l'examen que vous devez jeter l'école en disant l'école est nulle. Vous voyez ? Donc le choix de l'école, c'est un choix stratégique, pas toujours bien conçu au départ, mais on ne change pas. Il n'y a qu'en sortant de l'école ou en constatant qu'on ne peut plus rester dans l'école qu'on peut constater l'échec de la stratégie. On ne peut la juger qu'une fois qu'on est sorti diplômé et que 5 ans plus tard, on végète ou bien on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Vous voyez ? C'est un exemple un peu à part de notre sujet d'aujourd'hui, mais qui en général est parlant. Donc, il serait intéressant de pousser le raisonnement qui est le nôtre jusqu'à proposer une conceptualisation de la guerre à travers la notion de vulnérabilité au sens syndinique. Parce que finalement, toutes les conceptualisations qui ont été évoquées aujourd'hui ont en commun des modèles de pensée qui induisent des règles de conduite visant à identifier ses propres vulnérabilités et celles de l'adversaire, finalement. Ça a été dit autrement, mais ça revenait à ça. Étant entendu qu'idéalement, une guerre ne se déclenche que lorsque le ou les belligérants offensifs sont persuadés que la vulnérabilité du ou des belligérants défensifs sont largement inférieures à la sienne ou à la leur, et ce, quels que soient les buts avoués ou masqués poursuivis par le belligérant. Et là, on revient sur ce dessus, je me répète pas. Au-delà, compte tenu des apports de cette conceptualisation syndinique de la guerre, il devient légitime de nous interroger aussi sur les critères de succès de la guerre. Il semble que le champ d'exploration ne doit pas résider uniquement sur la qualité des innovations technologiques. Les questions doctrinales et stratégiques restent essentielles, un outil n'ayant d'intérêt et d'efficience que par l'usage et la maîtrise tactique et opérationnelle que l'on en fait.
Ce dernier point impliquant la nécessité de les faire constamment évoluer par l'application d'opérations de transformation pour revenir à Georges-Yves Kerven et à la genèse des syndyniques, afin de minimiser la propension naturelle de tout organisme à subir un endommagement. Ma question est, que pensez-vous de ce programme ?